Depuis toujours, les mythes répondent aux grandes questions qu'on se pose sur l'origine du monde, sur ce qu'il se passe après la mort. Et moi, j'aimerais beaucoup savoir à quel mythe on croyait il y a 10 000 ou 100 000 ans. Mais ce qui est frustrant, c'est d'imaginer que la plupart de ces mythes se sont évaporés avec le temps. Enfin, c'est ce qu'on pensait, car il y a eu des évolutions fascinantes dans ce domaine grâce à des nouvelles technologies qui permettent de remonter le temps. Jean-Loïc Lequellec est l'une des grandes figures de cette révolution. Ce directeur de recherche émérite au CNRS fait partie des pionniers dans l'utilisation de cette méthode. Et désormais, on peut non seulement imaginer les plus vieux mythes de l'humanité, mais aussi comprendre comment leur trajectoire accompagne les migrations humaines. Alors, comment parvient-on à retracer l'histoire des mythes? Que nous disent les grands récits de l'humanité? Que nous révèlent les mythes? Qu'est-ce qu'un mythe? Pour le comprendre, Jean-Loïc Lequellec nous propose de faire un tour par l'étymologie. Pour lui, un mythe, c'est d'abord une histoire qui répond à quelque chose qui nous dépasse. Le terme lui-même, qui est un mot grec, qui désigne un discours, un récit, c'est un discours. On raconte quelque chose. Pour qu'il y ait un mythe, il faut raconter une histoire. Je raconte quelque chose qui touche à des grandes questions qui intéressent l'humanité depuis toujours, du type mais pourquoi il y a le monde, pourquoi il y a des humains, qu'est-ce qu'il y a après la mort, qu'est-ce qu'il y a avant la vie, on ne sait pas trop répondre à ces questions. Mais on a des histoires qui sont racontées lorsque ces questions-là sont posées. Lorsque ces questions sont posées, plutôt que essayer de rationaliser, donner une explication, on raconte une histoire qui va dévoiler une vérité sur le monde. Et pour moi, c'est ça, le mythe. C'est une histoire qui dévoile une vérité sur le monde en faisant appel à un événement situé dans un très lointain passé, un événement qui n'est survenu qu'une seule fois. Et à cause de la survenue de cet événement-là, eh bien, le monde est comme il est maintenant. Avant, nous n'étions pas mortels à l'origine, au départ, dans un temps tellement ancien, on ne sait plus trop le définir. Il s'est passé quelque chose que raconte le mythe. Alors là, je le raconte, si je raconte le mythe, et tout de suite, on comprend, eh bien oui, c'est pour ça que les humains sont mortels. Et c'est une structure qui est commune à une quantité de mythes. C'est-à-dire, vous avez un état antérieur du monde, un événement que décrit le mythe, qui renverse l'état des choses et qui justifie l'état présent du monde. Et alors, moi, ce qui m'a fasciné quand j'ai commencé à découvrir vos travaux, c'est de réaliser qu'il y a un très grand nombre de mythes dans le monde qui sont dispersés un peu partout chez des peuples qui n'ont jamais été en contact. Et le mythe du déluge, par exemple, que vous évoquez dans votre livre « Avant nous, le déluge », est central dans notre culture occidentale, puisque c'est le passage de l'Ancien Testament avec l'Arche de Noé dans la Bible. Mais il en existe quelques 700 récits, écrivez-vous, à travers le monde. Alors peut-être, est-ce que vous pouvez m'expliquer la morphologie de ce mythe du déluge et qu'est-ce qu'il nous dit fondamentalement? Un déluge, pour nous, c'est une pluie continue, catastrophique, énorme. Bon, mais ça, c'est une version du déluge. C'est la version du déluge biblique où, effectivement, il y a une pluie qui continue pendant 40 jours, qui finit par noyer le monde entier, sauf quelques élus. Peut-être que la première chose à faire quand on veut s'intéresser au déluge, c'est de s'extraire de cette vision-là du déluge qui est propre à notre culture, et voir si ailleurs, il n'y a pas d'autres récits du déluge qui seraient un peu différents. Et dès qu'on regarde, on voit qu'un très grand nombre de ces récits, alors il y en a des centaines, un très grand nombre de ces récits ne parlent pas de pluie. Et donc la pluie, c'est pas un élément central dans l'histoire. Et si on regarde la structure du mythe, c'est toujours du type d'un mythe de double création. Plutôt que mythe déluvien, il faudrait plutôt parler de mythe de double création. C'est-à-dire que on a une divinité qui a créé le monde et qui crée l'humanité. Et au bout d'un certain temps, la divinité n'est pas trop satisfaite du résultat parce que l'humanité est très désordonnée, fait du bruit, se comporte mal, et la divinité décide, ou les divinités décident de tout changer, de repartir à zéro, et donc d'éradiquer cette première humanité. Et donc pour ça, il faut trouver un moyen pour supprimer de la Terre, de l'ensemble du globe, tous les humains. Et un des moyens, alors celui qui est privilégié dans la Bible, par exemple, c'est une pluie diluvienne qui va noyer tout le monde. Mais dans d'autres endroits, c'est par le feu, par exemple. Donc c'est des récits qui sont très différents les uns des autres, dans le détail, mais qui toujours racontent l'histoire d'une double création. La divinité crée le monde, les humains
et décide de les détruire. Et pour ça, il faut bien trouver un moyen. Ça peut être l'eau, ça peut être d'autres moyens. Cette approche, qui cherche à analyser un très grand nombre de mythes, comme les 700 récits du déluge, constitue un domaine scientifique bien particulier, et ça s'appelle la mythologie comparée. Le principe de la mythologie comparée, c'est évidemment de comparer des récits entre eux. Comment ça se fait que les gens là, sur tel continent, ils racontent ce truc très compliqué, avec des détails très bizarres, dont on comprend pas même pourquoi ils sont là, ces détails. Et puis sur un autre continent, on trouve d'autres gens qui n'ont rien à voir, qui n'ont jamais eu de contact historique, qui parlent une langue d'une autre famille linguistique, en fait des gens complètement différents, et sur un autre continent, ils racontent la même. Et la question qui se pose évidemment tout de suite, c'est de dire comment ça se fait ça ? C'est quand même un peu bizarre, parce que ça peut pas être eux là, sur ce continent-là, qui l'ont emprunté aux autres sur l'autre continent, ou l'inverse, puisqu'il n'y a jamais eu de contact. On peut le prouver historiquement, ça, bon voilà. Donc il faut trouver une autre explication. Et là, c'est de dire, les mythes se sont répandus sur le globe à mesure que les humains se répandaient sur le globe. Et que donc, il y a une diffusion des mythes, tout comme il y a une diffusion des cultures, des civilisations et des humains. Une révolution s'est jouée justement dans l'étude des mythes, en particulier en mythologie comparée ces dernières années, grâce à l'informatique, en particulier aux algorithmes. Alors, peut-être... comment ça s'est joué, à partir de quand, et qu'est-ce qui a été une évolution majeure dans le champ des études mythologiques que vous pratiquez ? Alors, la mythologie comparée, c'est difficile parce qu'on compare des récits. Et certains de ces récits sont très longs. Et donc, déjà, comparer deux récits dans le détail, c'est pas si évident. Repérer la structure, voir ce qui change. C'est le travail de Lévi-Strauss dans sa série de 4 livres qui s'appelle Les Mythologiques, où il compare des récits amérindiens du nord au sud de l'Amérique, des mythes, en regardant ce qui change. Ça, c'est un travail proprement d'analyse de texte. Alors, ça fonctionne bien, ça, quand on a un nombre assez réduit de textes, comme un petit corpus de textes. Ça fonctionne bien, c'est compliqué à faire, mais on y arrive. Ça devient plus compliqué quand on a des milliers et des milliers et des milliers de récits, comme on a à disposition. Maintenant, on a des bases de données qui comportent des dizaines de milliers de récits. Pour les comparer entre eux, à la main, si je peux dire, c'est vraiment très compliqué, c'est presque une tâche insurmontable. Et c'est là que l'informatique devient utile. Pour comparer des récits avec l'informatique, il y a une étape préliminaire à réaliser, parce qu'évidemment, les ordinateurs, ils comprennent pas les histoires qu'on leur raconte. Il faut traduire les histoires dans un langage d'ordinateur. Et pour ça, il y a un procédé qu'on a mis au point avec plusieurs, donc Julien Duy et quelques autres, qui consiste à découper les récits en petits fragments, en petites phrases, si vous voulez, qu'on appelle des motifs ou des mythèmes. Et si le mythème est présent, on met un 1. S'il est absent, on met 0. Par exemple, un mythème le plus simple possible, ce serait quoi pour... Eh bien, au début du monde, il n'y avait que des eaux. Voilà, donc c'est présent dans l'histoire, ça. Si je prends un mythe, n'importe lequel, est-ce que c'est présent dans ce mythe ou est-ce que c'est absent ? Si c'est présent, je mets 1. Si c'est absent, je mets 0. Par exemple, pour le déluge, est-ce que l'humanité a été complètement éradiquée ou pas ? Alors oui ou non. Si c'est oui, je mets 1. Si c'est non, je mets 0. J'ai fait une ligne de code qui remplace le récit. Et ces lignes de code, celles-là, je peux les comparer entre elles très facilement parce que je regarde où sont placés les 1 ou les 0 et je peux regarder le degré de ressemblance d'un mythe avec un autre. Très rapidement, l'ordinateur fait ça avec des milliers de mythes, voire des dizaines de milliers de mythes très rapidement. L'informatique permet de comparer un nombre vertigineux de récits. Dans sa base de données, Jean-Loïc Lequellec en a rassemblé environ 10 000. Elle est l'une des plus importantes du monde, avec celle du russe Yuri Berezkine qui en compte 50 000 et qui est accessible à tous sur Internet. Les milliers de mythèmes sont répertoriés par grandes catégories et classés avec un code. Tout à droite, on voit leur résumé et le nombre de régions du monde où ils ont été récoltés. Par exemple, ce mythème disant qu'à l'origine la Terre était seulement recouverte d'eau a été répertorié à 323 endroits qu'on peut visualiser sur une carte. On peut voir que ce mythème existe sur tous les continents, comme en Égypte, en Mongolie, au Canada, en Ukraine ou sur les îles Marquises. Avec cette masse de données, on peut donc étudier les correspondances et les différences entre les mythes. Ça, c'est la mythologie comparée. Mais l'analyse ne s'arrête pas là. Jean-Loïc Lequellec va ensuite s'intéresser à la façon dont ces mythes sont dispersés à travers le monde.
L'aréologie, c'est l'étude des aires de répartition. C'est pas un outil propre à la mythologie comparée. On peut étudier les aires de répartition de tout ce qu'on veut, des espèces animales, des façons de se dire bonjour quand on se rencontre, n'importe quel trait culturel pour l'humanité peut être étudié de cette manière-là. Il y a une chose qui apparaît uniquement en faisant ce travail d'aréologie et qui permet de poser des questions qu'on n'aurait pas pu poser autrement. Si on fait une carte de répartition du mythe du plongeon cosmogonique, par exemple, qui donc l'animal qui descend au fond de l'océan primordial pour chercher le premier limon qui va servir à construire, à fabriquer les continents. Ce mythe de création, on s'aperçoit qu'il est présent en Amérique du Nord et qu'il est présent dans le nord de l'Eurasie et ailleurs on ne le trouve pas. Donc comment ça se fait ? Et donc ça, c'est la base de la démarche aréologique. Je fais des cartes de répartition et grâce à ces cartes, je vais pouvoir poser des questions que j'aurais jamais pu poser autrement. La démarche scientifique de Jean-Loïc Lequellec repose sur plusieurs briques. La première, c'est l'informatique, qui permet de comparer un grand nombre de mythes. La deuxième, c'est donc l'aréologie, qui s'intéresse à la répartition géographique de ces récits. Mais il reste une dernière brique, qui s'appelle la phylogénétique, et permet de modéliser l'évolution des mythes à travers le temps. Alors la phylogénétique, c'est simplement la technique qui consiste à comparer les codes génétiques des êtres vivants pour reconstruire leur évolution et la visualiser sous forme d'un arbre évolutif. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit, si on peut transformer quelque chose, disons un élément culturel, en ligne de code, peut-être qu'on peut mettre ça dans ce même logiciel, puis il va nous fabriquer un arbre qui va nous montrer l'évolution. Plus les mythes codés sont proches l'un de l'autre, plus leur ancêtre commun est proche. Plus ils sont différents, plus l'ancêtre commun est lointain, comme pour les êtres vivants. Et donc, avec ce principe-là, on peut fabriquer un arbre qui est un arbre généalogique qui reconstitue l'histoire, la longue histoire des mythes tels qu'on les connaît actuellement. Sur quels critères on peut dire qu'ils sont proches ou lointains ? Et comment on peut affirmer que s'ils sont lointains, c'est qu'il y a un ancêtre qui est antérieur encore ? Alors, une fois qu'on a produit l'arbre nous donne visualise l'hypothèse d'évolution la plus probable. Une fois qu'on a ça, la question qui vient, c'est de dire, c'est une hypothèse. Est-ce qu'on peut la corroborer d'une manière ou d'une autre ? Et à ce moment-là, ce qu'on peut regarder, c'est l'histoire de l'humanité. Ce qui est fascinant, c'est qu'en remontant le temps grâce aux algorithmes, on réalise que l'histoire des mythes rejoint l'histoire humaine. Certains mythes qu'on a pu étudier, leur répartition dans le monde correspond tout à fait à tout ce qu'on peut savoir du peuplement du globe par la préhistoire, par la linguistique et par la génétique. Imaginons un mythe qu'on trouve en Australie et on le trouve en Afrique et puis on le trouve nulle part ailleurs. On peut montrer par la phylogénétique qu'il a une origine commune, que cette origine commune, la racine, se trouve en Afrique. Et on sait que les premières sorties d'Afrique, les gens sont descendus en suivant la côte, grosso modo, en descendant le long de l'Inde, en remontant, etc., Asie du Sud-Est, et puis Australie. C'est au moins 6 000 ans et peut-être 65 000 ans. C'est dans ces créneaux-là. Donc l'histoire, elle a au moins cet âge-là. Elle est rentrée là entre 50 et 60 000 ans. Et sortie quand on a une autre porte temporelle, là, qui est la sortie d'Afrique. Et la sortie d'Afrique, c'est grosso modo autour de 100 000 ans. Et donc l'histoire, non seulement on peut dire déjà, avec un des critères, elle a au moins 65 000 ans, mais avec l'autre, on peut dire, en fait, elle a peut-être plus de 100 000 ans. Et donc, pour plusieurs de ces récits, on peut faire ce genre de démarche et on peut montrer que les histoires qui sont nées en Afrique et qui se sont réparties ensuite dans le monde entier, elles ont au moins 100 000 ans. Vous êtes peut-être un peu perdu dans ces dates très lointaines qui ne signifient plus grand-chose pour nous. Reprenons à la base, notre espèce, Homo sapiens, est apparue en Afrique il y a au moins 300 000 ans. On sait qu'il y a eu plusieurs sorties d'Afrique qui remontent à plus de 100 000 ans. Nos ancêtres ont d'abord peuplé l'hémisphère sud jusqu'en Australie avant de migrer vers l'hémisphère nord. Ces échelles de temps sont énormes quand on sait que l'écriture de la Bible a commencé il y a à peine 2800 ans et que la mythologie grecque date à peu près de cette période. Ça a l'air très récent, mais en fait les mythes voyagent dans l'espace et dans le temps. Ces grands récits qui fondent notre culture occidentale héritent d'un passé qu'ils n'ont eux-mêmes fait que transformer. Et donc, c'est des récits qui résistent au temps très longtemps. Ça a été bien documenté depuis le 19e siècle, où on a des récits dont on a pu avoir la preuve, avant même l'informatique, par exemple, un conte qui est le conte des deux frères. C'est une histoire vraiment très spécifique. Et cette histoire a été recueillie, par exemple, en Bretagne au 19e siècle, mais elle a été notée en Égypte ancienne dans le cours du 2e millénaire avant notre ère.
Et donc, les paysannes bretonnes qui racontaient cette histoire aux collecteurs qui les ont notées au XIXe siècle ne lisaient pas les hiéroglyphes. Elles connaissaient ces histoires autrement. C'est parce que, si elles connaissaient cette histoire, très complexe, c'est parce que elles l'avaient entendue de tradition orale et que cette histoire s'était diffusée depuis très longtemps. Et la plus ancienne attestation connue, écrite, c'est celle de l'Égypte ancienne. Mais là aussi, il y a une illusion d'optique, comme quand on parle de l'Antiquité comme d'un début. C'est pas parce que ça a été écrit à telle époque très ancienne que ça commence là. C'est juste que ça a été écrit là parce que, sans doute, déjà, ça circulait de façon orale depuis très longtemps. Et ça crée un retournement aussi vertigineux qui est de se dire, finalement, la Bible, qui nous semble quelque chose d'extrêmement ancien, finalement, c'est un livre qui recueille des mythologies extrêmement récents. Pour moi, c'est une anthologie de mythes. Alors, faut pas prendre ça en mauvaise part. Quand je dis ça, c'est pas du tout un jugement de valeur. C'est, de fait, une anthologie de mythes. C'est un recueil qui compile des histoires sur... alors, il y a des histoires, disons, de type épopée, qui racontent des éléments plus ou moins historiques, ou à prétention historique, mais des histoires sur l'origine du monde, l'origine de l'humanité, l'origine des animaux, des mythes d'origine. De son côté, Jean-Louis Lequellec a utilisé tous ses outils phylogénétiques pour percer l'un des grands mystères des cultures humaines, l'art des cavernes. Dans son ouvrage « La caverne originelle », il tente de répondre à la grande question « Comment interpréter ces peintures préhistoriques ?» Parmi l'ensemble des arts graphiques, il y a un art extrêmement bizarre, en fait, qui interroge vraiment, c'est l'art des cavernes. Parce que on se dit immédiatement, mais attendez, mais pourquoi aller faire ça dans les cavernes? Il fait noir. Alors déjà, l'éclairage, tout ça, c'est pas évident. Bon, c'est dangereux. Dans les cavernes, il y a des animaux quand même qu'il vaut mieux éviter. Il y a des gouffres, on se cogne la tête. Il y a des passages hyper compliqués, on risque de glisser, de tomber. Enfin, pourquoi aller s'embêter en fait à faire ça? Et la réponse qui vient immédiatement, c'est de dire, bon, il y a forcément une motivation très forte. Je passe sur toutes les discussions qu'il y a eu et toutes les hypothèses qu'il y en a eu, elles sont trop nombreuses, mais en gros, il n'y en a eu aucune qui tient vraiment la route. Mais il y a une idée qui reste, qui est de dire, ça a quelque chose à voir avec la mythologie. D'accord, mais alors quelle mythologie? Quel mythe? Est-ce qu'il y a un moyen de retrouver? C'est ça qui serait drôlement intéressant. C'est là qu'intervient la phylogénétique et c'est là qu'intervient l'archéologie. On va essayer, dans une deuxième étape de la démarche, de montrer qu'il existait bien un mythe qu'on peut connecter avec l'ornementation des cavernes et qu'il existait bien au moment où les cavernes ont été ornées. Alors, je me suis dit, bon, ce serait bien de trouver un mythe qui parle de cavernes. Ou dans lequel la caverne, c'est essentiel. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on voit dans les images, sur les images dans les cavernes? On voit des animaux, on voit des gros animaux, des gros mammifères. Voilà, des gros mammifères. Et puis, on voit aussi des humains, moins nombreux, mais il y en a. Et c'est des humains qui sont un peu bizarres parce qu'ils sont... les préhistoriens disent qu'ils sont animalisés. En partie humains, en partie animal. Et donc, il faudrait trouver une histoire, un mythe, qui conjoigne tout ça. Et donc, avec les bases de données, là, on farfouille. C'est assez rapide, maintenant, de trouver. Et en fait, il n'y en a pas beaucoup, des mythes qui parlent de cavernes, d'animaux, etc. C'est moins évident. Et il y a un mythe, particulièrement, qui est le mythe de l'émergence primordiale. C'est le mythe d'origine le plus répandu dans le monde. Ce qui est déjà un indice d'ancienneté. Alors, quel est ce mythe de l'émergence primordiale et pourquoi est-ce qu'il collerait précisément à l'art des cavernes et aurait pu constituer la motivation pour aller peindre au fond des grottes? Le mythe de l'émergence primordiale, c'est celui qui nous expose que, à l'origine, les humains et les animaux vivaient sous terre, dans l'obscurité complète. Ils ont vu un ray de lumière, et donc ils ont découvert qu'il y avait un monde à l'extérieur, et ils ont fini par pouvoir sortir à l'extérieur, et ils se sont répandus partout sur le globe. Ils sont sortis par une ouverture dans la terre, qui est donc une grotte. Et donc, ça, c'est vraiment la structure minimale du mythe, avec un élément qui est important aussi par rapport aux images qu'il y a dans les cavernes, c'est que à l'époque où tout le monde vivait sous terre, il y avait une indistinction entre les humains et les animaux, et c'est à la sortie de la grotte que les êtres se sont distingués, avec d'un côté les humains et de l'autre côté les animaux. Et donc ce mythe irait bien avec le fait qu'on a dans les grottes des représentations animales et des représentations humaines animalisées.
Et pourquoi on peindrait alors en relation avec ce mythe ? Alors, ce qui y a connecté avec l'idée de retourner dans la caverne originelle pour faire des peintures, c'est l'idée qui pour nous est contre-intuitive d'une création continue. C'est-à-dire nous avons, peut-être sous l'influence de la Bible, cette façon de voir la création, une fois que c'est fini, c'est très minoritaire. En fait, partout dans le monde, vous avez des gens qui vous disent la création, oui, bien sûr, ça a eu lieu une fois. Bien sûr, il y a une divinité qui crée les humains, par exemple, les animaux, la vie. Mais ensuite, il faut continuer. Parce que si la création s'arrête, le monde va s'étioler et la vie elle-même va un jour disparaître. Donc il faut faire quelque chose, il faut agir pour que la création continue, que ce soit une création qui ne s'arrête jamais, en fait. Que la vie continue de circuler. Mais nous, humains, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire des rituels. Le grand rituel associé au mythe de l'émergence, c'est de retourner dans la caverne originelle, dans la caverne, la grotte de l'émergence, et là, faire des rites, alors des chants, des danses, mais un des rites essentiels, c'est de repeindre sur les parois les animaux, et on va compléter un peu, on va aider un peu à la création pour que ça continue de sortir de la caverne, pour que la vie continue de sortir de la caverne. Et ça, ce type de rituel, il est encore effectué de nos jours en plusieurs endroits du monde. Il y en a beaucoup. Dès qu'on s'y intéresse, on voit qu'il y en a en plein d'endroits du monde, avec des gens qui vont vous dire « c'est ici que ça s'est passé ». Et on vous montre un trou dans le sol, ou on vous montre une grotte, en disant « c'est là, c'est pas ailleurs, c'est ici ». Dans la caverne originelle, Jean-Loïc Lequelec documente plusieurs grottes de l'émergence primordiale qui existent encore. Par exemple, en Corée, le site dit des trous des 3 clans aurait vu l'émergence des 3 ancêtres des habitants de l'île de Jeju, et un culte leur est rendu chaque année. Ou pour les Mdani, en Nouvelle-Guinée occidentale, cette grotte des origines serait la grotte Uwainmo, qu'on peut voir ici. Les mythes d'hier continuent à exister aujourd'hui et parfois de nouveaux apparaissent, comme le mythe du cargo qui est né en Papouasie-Nouvelle-Guinée au moment de la colonisation. Il n'y a pas de raison que les mythes ne continuent pas à être créés, puisque il y a toujours des choses à expliquer dans le monde. Alors qu'est-ce qu'il nous dit justement ce mythe du cargo ? Celui-là, c'est un bon exemple, le mythe du cargo, parce qu'il est né chez des peuples qui ont vu arriver des Blancs. Ce qui renverse complètement leur valeur, parce que non seulement des Blancs arrivent, mais en plus ces Blancs sont doués d'une technologie incroyable. Ils ont le métal, c'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils ont le métal, ils arrivent dans des avions, enfin c'est un truc incroyable. Et donc, ils se disent, en fait, les Blancs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font atterrir des avions, et de ces avions arrivent plein de richesses. Donc, nous, on devrait pouvoir réussir à faire pareil. Et donc, les gens ont commencé à fabriquer, par exemple, des aérodromes, à fabriquer des tours de contrôle et à faire des rituels, parce que les activités des Blancs ont été interprétées dans leur propre culture comme des sortes de rituels. Et donc, eux ont aussi fait des rituels pour faire venir la divinité qu'ils appelaient le cargo. Alors évidemment, le cargo, c'est l'avion cargo. Gli aerei vengono dal paradiso, che li mandano gli antenati, ma i bianchi ladri astuti riescono a impadronirsene attirandoli nella grande trappola di Port Moresby. Et alors, toutes les cultures ont produit des mythes, peut-être que ça c'est quand même un acquis, c'est-à-dire il n'y a pas d'humanité sans mythe. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de leur fonction pour la communauté humaine ? Je sais que Julien Duy, lui, par exemple, dit que les mythes sont des compagnons rassurants, en fait. Alors vous, comment vous l'appréhendez ? Oui, c'est pas mal, effectivement. C'est des récits qui justifient l'état présent du monde, qui donnent du sens au monde. La question du sens, elle reste. Et elle est terrible, parce que si tout ça n'a aucun sens, c'est difficile à vivre. C'est peut-être pour ça aussi que les mythes sont si répandus, que on n'a pas trouvé jusqu'à présent aucune culture sans mythe. C'est peut-être ça qui est universel. C'est que les mythes eux-mêmes ne sont pas universels, mais ce qui est commun partout, quelle que soit l'époque, quel que soit le groupe humain, c'est qu'il y a des réponses à ces questions qui prennent la forme de mythes. À ces grandes questions, vous avez toujours un discours qui est tout prêt et qui va vous dévoiler le sens du monde. Alors qu'on aurait peut-être très bien pu imaginer des cultures, ou une culture au moins, qui, à ce genre de questions, répondent « Bon, ça ne nous intéresse pas, ça, non, je sais pas, c'est pas intéressant. » Non, on n'a aucune culture qui réagit de cette manière-là. Et toutes les cultures, vous avez toujours à ce genre de questions quelqu'un qui va vous exposer très sérieusement, parce que c'est hyper important, un récit de type mythique.
Les mythes sont comme des espèces vivantes. Ils naissent, migrent et se reproduisent selon les mêmes lois que celles de l'évolution biologique. Les algorithmes permettent de comparer des milliers de récits. Grâce à ça, l'étude des mythes a pu proposer des réponses à des questions jusqu'ici insolubles, comme l'art des cavernes. Au-delà des récits, cette approche nous apprend beaucoup sur notre espèce. Car remonter le temps jusqu'au premier mythe, c'est aussi saisir le propre d'une humanité toujours plurielle, mais à jamais rendue commune par ces grands récits qui traversent l'espace et le temps. Pour aller plus loin, mes sources sont en description. Et pour garder les idées larges, il y a d'autres épisodes. À bientôt!